Pour prendre un exemple de la ville de Paris, donc la superficie communale de Paris, il faudrait libérer 50% de l'espace au sol pour prétendre éventuellement avoir un peu d'autonomie. Voilà. Si jamais on végétalisait tous les toits parisiens à des fins alimentaires, ça ne pourrait nourrir que de l'ordre de 7 à 8% de la population parisienne. Ouvrir et fermer la parenthèse de la souveraineté ou l'indépendance ou l'autonomie, que ce soit énergétique, alimentaire et autres des villes. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement penser que ces territoires, certes grands, pourraient quand même s'autosuffire sans devoir aller piocher loin, sans devoir aller avoir besoin de travailleurs et travailleuses lointains et lointaines. C'est pas envisageable d'avoir ces grosses entités, mais quand même plus ou moins autonomes, plus ou moins indépendantes, plus ou moins suffisantes. Alors, déjà, je commencerai. Plus que ça ne l'est, oui. La question est de savoir si ça serait suffisant pour rendre véritablement autonomes ces grandes entités. Et du coup, je reprends la définition d'autonomie, qui est en fait choisir sa dépendance. D'accord ? Donc, il nous faut collectivement arbitrer sur ce que l'on veut conserver et ce dont on veut se séparer. Et là, on n'est pas du tout dans les cadres démocratiques et le questionnement ou le débat n'est pas du tout à hauteur des enjeux. Je referme la parenthèse. Dans l'autonomie, il y a la question de la subsistance, l'autosubsistance, mais il y a aussi l'autogestion. Et c'est pour ça que tu parles à la fois d'autonomie et d'indépendance. S'il s'agit à un moment donné de faire plus que ça ne l'est, alors aujourd'hui, les 100 premières villes de France ont 2 à 3 jours d'autonomie alimentaire, d'accord ? En termes d'énergie renouvelable, c'est de l'ordre de 1 ou 2% pour 8 des 22 métropoles. On est loin, loin, loin du compte. L'agriculture urbaine, telle qu'elle se développe, de manière tout à fait, pas massifiée, mais avec beaucoup de projets, ne rendra pas autonome d'un point de vue alimentaire les grandes entités. En fait, la question qui se pose en termes d'autosubsistance, ou en tout cas de subsistance, c'est démocratiquement, quel est l'objectif et l'horizon d'atteinte. Enfin, l'objectif que l'on se fixe et l'horizon d'atteinte. S'il s'agit, ce que je prône, de penser qu'il faudrait vraiment tendre au maximum à l'autonomie, et là je parle bien d'autosubsistance, on ne parle plus de ville, ou alors on ne parle plus de métropole. Il va falloir fragmenter, il va falloir démanteler. Et c'est pas que de la redirection écologique dont on nous bassine un peu en ce moment les oreilles. Il s'agit pas de réhabiliter, de rénover, de recycler, de réattribuer des fonctions à des équipements sénescents. Il s'agirait vraiment aujourd'hui de libérer l'espace au sol. Il nous faut retrouver et remettre les pieds sur terre. Et c'est là où il va falloir débétonner, désasphalter, débitumer. Là aussi, tous les termes circulent dans la boîte à outils du marketing ambiant, mais à une hauteur qui fait qu'on peut se poser la question du devenir urbain. On ne parle plus de grandes villes, on ne parle plus de métropoles. Pour prendre un exemple de la ville de Paris, donc la superficie communale de Paris, il faudrait libérer 50% de l'espace au sol pour prétendre éventuellement avoir un peu d'autonomie. Voilà. Si jamais on végétalisait tous les toits parisiens à des fins alimentaires, ça ne pourrait nourrir que de l'ordre de 7 à 8% de la population parisienne. Je parle bien de Paris. Il y a quelque chose d'insoluble. Voilà, nous n'y parviendrons pas. La question est donc du coup, mais peut-on en avoir un débat démocratique important ? Quel est l'objectif d'autonomie de ces grandes entités ? Fort à parier qu'on n'excédera jamais quelques dizaines de pourcents et qu'il va falloir continuer à faire venir. Alors du coup, après, on a les cités jardins, les ceintures maraîchères, on peut essayer, mais là, pour moi, on est toujours sur le territoire servant. On est toujours sur l'exploitation par des hectares fantômes, même si c'est un peu rétréci ou un peu moins loin la provenance de ce que nous mangeons, il n'en demeure pas moins qu'on est encore dans un prédicat, une colonialité du centre urbain sur ses dépendances premières. Et d'un point de vue politique, pour moi, la solution, elle est cohérente avec ce que je dis, c'est que s'il y a impossibilité d'un côté, s'il va falloir fragmenter et démanteler, c'est pour penser non plus une multipolarité, mais un polycentrisme. C'est-à-dire qu'il va falloir penser des cadres décentralisés qui redonnent de l'autonomie à la fois de pensée, d'action et donc de décision à des entités de moindre envergure qui ne soient plus simplement des campagnes exploitées. On parle en ce moment de l'harmonie ville-campagne qu'il nous faudrait retrouver. Ça aussi, c'est un discours du pouvoir, de la domination. Mais on a oublié toutes les subalternités et toutes les fiertés qui ont été retranchées aux campagnes par la surexploitation urbaine. Donc voilà. Et l'agriculture industrielle fait partie de l'exploitation urbaine, c'est le corollaire. Donc parler d'harmonie en faisant plouf plouf, oublions le passé. Allez, maintenant, on est amis pour la vie. Non, faut arrêter. Il y a un moment donné, les campagnes ont souffert des choix urbains et de la domination de l'idéologie métropolitaine et urbaine par le passé. Donc la polycentralité dont je parle, c'est véritablement aller vers un régime démocratique
qui soit beaucoup plus décentralisé qu'il ne l'est, beaucoup plus autonomiste qu'il ne l'est. Et d'ailleurs, c'est troublant, c'est dans des espaces et des régions dites, ou en tout cas de vieilles cultures autonomistes, que nous, on est amené à puiser et avec qui on dialogue assez régulièrement sur cette question du post-urbain. D'autres maillages territoriaux, des structures territoriales qui sont appuyées sur des petites villes ou des villes moyennes, et pas des grandes entités métropolitaines dont on fait le phare pour l'humanité. Il y a donc dans l'autonomie une double dimension, à la fois de subsistance et de gouvernance. Et là, le démantèlement va devoir s'imposer. Il n'y a pas de soutenabilité des grandes entités. Ça fait longtemps qu'elles ont franchi les limites de leur propre pérennité si vraiment on se pose collectivement la question de l'autonomie comme solution politique. Mais force est de constater que partout à travers le monde, cette question de l'autonomie, de l'individu au collectif, mais qui aurait des règles au sens de l'anarchie, se fixer ses propres règles, voilà, sans dépendre d'une supériorité, qu'elle soit théologique, politique, économique ou autre, c'est en train d'arriver de partout en fait. Voilà. Ce besoin-là, il est, alors non pas, je cherche pas à le réifier ou le naturaliser, il est le produit de notre économie, il est le produit de la défiance aux politiques que l'on connaît dans beaucoup de démocraties occidentales et ailleurs d'ailleurs, mais quelles que soient les raisons d'origine, il y a bien un enjeu. Il nous faudrait collectivement poser la question de l'autonomie depuis les grands centres urbains métropolisés qui, se sont construits dans un mythe de délivrance matérielle. Voilà, des siècles durant, en exploitant, en excavant. Productivisme, consumérisme, extractivisme viennent des modes de vie urbains métropolitains qui sont insouciants sur les effets de leurs propres gestes, de leurs propres actes. Et tout ça pose la question de la masse, donc de la fragmentation et du démantèlement. Voilà ce qui se trame et le non-dit d'un débat qui peine à éclore sur la question de l'autonomie. Bon, si on prend ça comme postulat, il semble évident que nous devons décroître la taille des villes. Oui. Aujourd'hui, la décroissance... Il y a même des personnes dans la politique qui en parlent. Ouais. Ça commence vraiment à chatouiller nos imaginaires. Mm-hmm. C'est réellement pas fait, c'est réellement pas installé, mais bon, ce n'est plus un mot étrange, ça existe parmi notre vocabulaire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre, il y en a plusieurs qui commencent à s'agglomérer autour de la décroissance. Mm-hmm. La décroissance, quand on y parle, c'est souvent décroître les flux de notre métabolisme sociétal, si l'on veut. Et décroître les acteurs, les infrastructures qui nous rendent dépendants de ces flux. Oui. La voiture individuelle. On voit aujourd'hui l'autoroute A69. Oui. C'est vraiment ce type de combat que la décroissance peut promouvoir en avant. Mm-hmm. En mai, il y avait eu une grande conférence post-croissance à Bruxelles. Ouais. Il y avait tous les superstars de la post-croissance et la décroissance. Mais... et c'était un avis que j'ai partagé avec une autre personne que j'avais interviewée, Federico Savini. Les urbanistes et les géographes n'étaient pas vraiment représentés là-dedans. Mm-hmm. Il y avait un pendant spatial qui est souvent soit considéré comme donné, soit en tout cas pas suffisamment complexifié. Oui. Du coup, je voudrais qu'on parle un peu, et c'est aussi le bouquin le chapitre qui va paraître dans un nouveau bouquin qui s'appelle Décroissance chez Le Passager clandestin. Enfin, j'imagine que ça va paraître au moment de la parution de cette vidéo aussi. Mm-hmm. Là-dedans, tu as écrit quelque chose en disant « La ville entre de la croissance ». Ouais. Donc, comment tu te positionnes dans ce paysage de décroissance intellectuelle, mais aussi pratique, et comment tu vois les villes également dans tout ça? Premier élément, je livre vraiment mes petits traumas. On n'a pas grand-chose à faire, mais sur la question de la décroissance, alors j'ai écouté partiellement la conférence dont tu parles, et puis je suis ça d'assez près, puisque j'évolue dans ce univers de pensée. Moi, j'ai toujours été sidéré, ici comme ailleurs, mais particulièrement ici, ma sidération, de la faible géographicité ou spatialité des pensées de la décroissance. Et en fait, pour moi, c'est pas parce qu'il y aurait de la bêtise ici et pas ailleurs, au contraire. C'est juste parce que je crois que si la question initiale était les commentaires sont intéressés, visiblement posent question, on sent que ça chatouille un peu, j'ai répondu par la question de l'habitabilité. Et je crois sincèrement que il y a une subjectivation, désubjectivation par les structures d'État, et que ces structures d'État, particulièrement en France très centralistes, ont fait que on a délégué à d'autres les pensées territoriales. On a délégué à d'autres ce que la géographie pouvait apporter au-delà de sa géopolitique ou de la géographie des ressources. Voilà. Même l'enseignement, je suis bien placé pour le savoir, a été orienté vers ça. Bon, donc du coup, premier élément d'interprétation, on a un angle mort
qui est en fait transversale et qui concerne toutes les cellules sociales et toutes les pensées de la chose. Ça ne veut pas dire que je suis le seul à dire ça, d'autres l'ont dit avant moi, mais ça reste majoritairement très minoritaire, y compris dans les manuels scolaires. Regardons ce qui est dit sur le devenir métropolitain ou la question de la crise écologique ou de l'habitabilité du monde, ou de l'habiter de la Terre. Donc comment me situer? C'est toujours me situer en entrant par une perspective un peu critique. Qu'est-ce qui fait que certains prônent le rétrécissement sans jamais voir concrètement que la planification écologique dont il s'agirait véritablement de se saisir est d'abord, et je dis prioritairement, une planification territoriale. Et j'aborde, donc je n'apprécie guère le terme de planification, mais je remploie les termes du débat. Pourquoi cette euphémisation-là de nos propres rapports à l'espace, au sol, au foncier? Parce que codifié, en fait, par toutes les structures d'État. Le droit de propriété, l'imposition locale qui est assise sur des circonscriptions, un droit local qui est lui-même la décalque du droit national, qui est fait tout simplement pour continuer dans le développementalisme et le croissancisme. Pour toutes ces raisons-là, plutôt d'ordre sociopolitique, la croissance, et ce faisant en miroir la décroissance, aborde le sujet avec le même angle mort. Et là, ça devient, pour moi, excessivement problématique, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde une décroissance, un rétrécissement, pour reprendre les termes qui sont employés, économiquement ou politiquement par la fragmentation, la polycentralité et l'autonomie un peu radicale dont j'ai précédemment parlé, sans que, la question de la relocalisation des activités essentielles, de la déconcentration des masses urbaines, de la décentralisation des pouvoirs, j'en ai parlé, de la démarchandisation même des rapports sociaux. Bref, tous ces termes-là renvoient à une décroissance qui implique au premier chef les endroits et les ressources à ces endroits-là que nous voulons peupler. Je parle des endroits et des ressources que nous voulons dignement et en responsabilité utiliser. Ça veut donc dire que, concrètement, le repeuplement des campagnes, que certains vont déjuger ou balayer d'un revers de main, en disant c'est le retour à la grotte ou à la lampe à huile, etc., on va les laisser avec leur propre trauma, pour le coup. Le repeuplement des campagnes, il est en train d'éclore comme idée à certains endroits dans le monde, pas partout, bien évidemment. En France, il tarde, il a quelques difficultés, et pourtant, il s'agirait aujourd'hui, pour ceux qui auraient, on va dire, une perspective un peu statocentrée, c'est-à-dire un tropisme très national au sens des frontières et de la gouvernementalité. C'est à l'échelle de l'Hexagone qu'il nous faut repenser aujourd'hui tout le maillage territorial. La place des petites villes, la place des hameaux, la place des villages, la place des bourgs, la place des villes moyennes, au détriment ou en essayant d'équilibrer et de retrouver une harmonie, puisqu'on parlait d'harmonie ville-campagne, c'est à condition que la ville en rabatte un peu, je parle de la grande ville, en termes de morgue et de sentiment de supériorité. Donc il y a bien une question géographique première. Si on veut décroître, je crois que c'est en étant au contact immédiat de la fin des ressources ou de la fragilité du vivant. Ce n'est pas depuis les grands centres métropolitains et urbains qu'on peut accéder à cette sensibilité. Je ne parle pas de conscience. Il y a énormément de militants dans les mondes urbains qui en ont la conscience. Ils n'en ont pas l'expérience. Donc, penser la géographie dans la décroissance, c'est poser la question des cultures du vivant et de notre propre sensibilité. Mais cette sensibilité n'est qu'expérience, et cette expérience, elle est géographique. Voilà. Et c'est en ça, finalement, si on bouclait la boucle, que beaucoup de décroissants depuis les mondes urbains n'ont peut-être pas, selon moi, c'est aucun jugement, on a tous nos déterminismes sociaux, mais n'ont peut-être pas l'expérience de ces cultures-là, de ces rapports au vivant, ou les déjugent peut-être par effet de distanciation, par apprentissage plutôt intellectuel, au détriment de la main et du rapport direct corporel, et c'est ça, à mon avis, qu'on va devoir collectivement, ensemble, fabriquer. Mais c'est une géographie sensible, c'est une géographie de l'intime, c'est une géographie du monde, qui est un peu anarchiste, soyons clairs, puisque il nous faut aussi en découdre avec l'ogre politique qui nous tient dans des modes de fonctionnement et dans des types de comportements qui sont un peu télécommandés, je referme la parenthèse, mais c'est bien autour de cette géographie que la décroissance va devoir, à mon avis, mettre le paquet. Je suis troublé que ça tarde à venir.